vidéo un petit peu spéciale. On va faire une interview, alors pas une interview encore une fois dans les bureaux de Podspace. On est avec Arnaud. Hola. Arnaud, qu'est-ce que tu nous as fait là? Bah écoute, on est parti sur du vintage, sur du old fashioned et du old money. Et du coup, on est parti avec une traction, Citroën Traction, la voiture des voleurs à l'époque. Et là, en fait, moi, quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression qu'on va braquer une banque. Ah, c'est clair. Enfin, je vais mettre juste derrière pour qu'on voit. Ouais, elle est vraiment très très belle. Hein. C'est vrai que le devant est super long. Ouais, abusé. Et c'est très confortable. On fait plus des voitures comme ça aussi confortables aujourd'hui. On fait plus de voitures aussi. Et on est avec Thibaut qui nous accompagne quand même. On a un super caméraman. The best of creators. On mettra le logo. Du coup, c'est quoi le programme là? Ben là, on va tourner dans Paris. Ouais. On va faire un petit podcast, on va échanger sur pas mal de sujets, business en ligne et pas que. Et pas que. Petit podcast dans une traction, quoi, génial. Petit podcast dans une traction, et puis après on fait un stop au Plaza Athénée et j'ai une petite surprise dans le coffre, tu verras. J'ai très peur. J'ai décalé tous mes rendez-vous parce que je me suis dit là, non. Demain les rendez-vous. Demain. Sur 3 semaines. Ah ok, parfait. Allez, c'est parti. Allez, go. Let's go. Arnaud, comment ça va? Bah écoute, la pleine forme, il fait beau. Ouais. Il fait chaud, on est au mois d'octobre, on se croira en été. Bon, déjà pour resituer un petit peu le contexte. Ouais. Comment on s'est rencontrés peut-être? Ouais, mais en vrai, rapide, sur Insta. Non, c'était avant, en boîte de nuit. En boîte de nuit avec Manoa. Exactement. En boîte de nuit avec Manoa. C'est vrai, c'est vrai. On s'est pas parlé, oui. s'est pas parlé parce que on était dans un état, on va dire, second. En état. Voilà. On le qualifiera pas cet état. Et au final, après, on s'est reparlé sur Instagram. C'est vrai. On a été manger ensemble une côte de bœuf il y a pas si longtemps. Hein. Ouais. Quoi, 2 mois, 3 mois. Ouais. Et puis voilà, ça a matché. On est deux fous, j'ai l'impression. On aime les belles choses. Ouais. Et bon, après, de toute façon, on va en parler durant ce podcast. Je te laisse prendre la parole. Ouais, non, moi, il y avait un truc que je trouvais déjà hyper sympa parce que je suivais un peu ce que tu faisais après la soirée avec Manoa. Ouais. Et tu parlais beaucoup de SaaS, Ouais. beaucoup de rentabilité, tu montrais les investissements aussi que tu avais fait. Ouais, bien sûr. Et en fait, je trouve que ça peut être vraiment super intéressant. Et le deuxième truc, c'est au lieu maintenant de faire des podcasts ou des interviews dans des bureaux où parfois c'est aussi très sympa, je trouve le concept de le faire dans des endroits un petit peu atypiques. Peut-être qu'on pourra en parler aussi à la fin du podcast. Carrément. Mais tu vois, de faire des interviews, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'avais fait dans une Rolls avec Manoa. Ouais. J'avais fait à Marbella avec un autre mec, Alex Rupin, qui regardera sûrement la vidéo. Et toujours très sympa. Et là, tu m'as dit, mec, on peut louer une voiture Vintage. Une traction. C'était la voiture à l'époque du coup des voleurs, hein. C'est ce qu'il dit, la légende dit, parce qu'elle était plus rapide que la voiture de la police. Et voilà, concrètement aujourd'hui, je me suis dit ça peut être un super décor. C'est très confortable. Il y a une place de malade derrière. Ah oui, non mais vraiment c'est un salon. C'est un salon. Clairement, c'est un confort. Et ce que je disais à Thibaut qui nous filme, je pense pas qu'aujourd'hui on peut refaire des voitures comme ça. Et toi d'ailleurs, tu préfères moderne ou ancienne? Bah écoute, j'étais avant plutôt moderne, maintenant je suis de plus en plus ancienne. En fait, je me dis, on en parle, encore une fois, je vais reciter Thibaut, on en parlait tout à l'heure. Si demain, tu vois, j'avais 200 000 €, même un peu plus de 100 000 € à mettre dans une caisse cash, je n'achèterais pas une voiture de sport, je pense. Ouais. J'achèterais une voiture pour me faire conduire. Donc, soit une vintage comme celle-ci, soit un classe V, un van en fait. C'est tellement confortable, tu peux bosser, tu es tranquille, tu peux partir en vacances avec, tu te prends pas la tête en fait. Et je pense que c'est ça le vrai luxe. C'est vrai. Là, il faut remettre derrière pour avoir un chauffeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, tu vois, ce serait plutôt une moderne. Une moderne, pas partir dans le côté tout électrique, Tesla, machin, mais ouais, bien sûr. une petite voiture sympa, une AMG, un truc comme j'aime ça aussi. Après, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Si on peut prendre les deux. Exactement. Bon, du coup, on a mangé ensemble, donc tu bosses dans les SaaS, aussi dans tout ce qui est business en ligne. En fait, voilà, moi j'ai démarré, pour me présenter très rapidement, j'ai démarré il y a 4 ans maintenant, 4 ans on va dire, le business en ligne. J'ai fait du closing, donc de la vente par téléphone. Ensuite derrière, j'ai basculé sur une agence web. Donc on faisait des funnels, on faisait un peu de la publicité, mais surtout des landing pages. On a vite basculé, en fait, j'en ai eu très vite marre de la prestation de service parce que je suis quelqu'un de pas très patient, j'aime les choses assez vite automatisées, on va dire, tu vois. Et donc j'ai vite basculé sur le modèle de la formation, qui est aujourd'hui pour moi un super modèle, qui est rentable
clairement. C'est très rentable. Les marges sur de l'infoproduit, on va pas se le Tu fais cacher. le produit une fois, c'est terminé. Exactement. Après, tu le mets à jour, mais On va pas se le cacher. Si jamais tu dépenses même pas d'argent en publicité, je peux citer là, le nom de Margot Cunego par exemple. Margot qui dépense pas 1 euro en pub et qui fait des chiffres astronomiques. D'ailleurs, très drôle, je l'ai croisé hier ou avant-hier à WeWork. Énorme. Et en fait, concrètement, tu vois, tu te dis, cette fille-là, son business, bon après elle a quelques charges, elle a des coachs, etc. Ouais. Mais c'est 100% de marge. Ouais, bien T'enlèves sûr. les frais de Stripe, quoi. Ouais, puis ça a l'air d'être un kiff aussi ce qu'elle fait. Exactement. Et donc, tu vois, j'ai vite basculé là-dessus. Et après, j'ai découvert, du coup, en 2020, fin 2020, début 2021, du coup, les SaaS. J'ai eu un SaaS qui s'appelait Tunnelland.io, justement, dans tout ce qui est création de tunnels de vente, création de site web. Quand tu dis que tu as eu un SaaS, c'était ton SaaS à toi? Ouais, exactement. J'étais associé avec Pierre. Ah, mais c'est très très drôle parce que je l'ai utilisé. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai pas fait le rapprochement. Alors, peut-être que j'ai. C'est ma première expérience dans les SaaS où Incroyable, j'ai gagné de ok. l'argent avec un SaaS. Ah, mais c'est. Ok. Et j'avais pas dû faire le nom, le prénom, mais c'est. Bah oui, je l'ai utilisé. Magnifique. Et du coup, en fait, si tu veux, ce SaaS-là, première expérience qui est magnifique, c'est qu'en gros, on a dépensé pratiquement 0 € en marketing. Hein. On a juste réutilisé en fait notre base client qu'on avait eu avec la formation ou en Presta, et on les poussait vers le SaaS. Et combien ça coûte de créer un SaaS? En fait, aujourd'hui, tu vois, ce qui est magnifique, c'est que il y a l'ancienne école où ça coûte cher d'engager des développeurs. Ça coûte très cher, ça moi, coûte quand très je vois cher, des etc. TJM sur Malte. Exactement. Donc tu vois, pour développer un MVP, ça peut être plusieurs dizaines. Donc un MVP, c'est Minimum Viable Product. Donc un produit de base, en fait, minimum viable. Ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais concrètement, aujourd'hui, avec l'IA, avec le no-code, tu vois, tu as des applications comme Bubble, Flutterflow, enfin des applications mobiles. Tu as aussi des softwares qui te permettent en fait de faire des applications mobiles, des interfaces en no-code. Exactement comme un ClickFunnels, comme un System.io. En gros, tu as des blocs qui sont pré-codés que tu mets sur ton app. Et ton app, en fait, derrière, elle est reliée à une base de données, par exemple sur Airtable. Et tout marche en no-code. Et ça, en fait, soit tu peux l'apprendre toi-même. Tu vas prendre un peu de temps, etc. pour toucher exactement comme un ClickFunnels. Hein. Ou alors tu peux déléguer. Et concrètement, tu peux sortir un MVP aujourd'hui pour 4-5 000 € sans aucun problème. Et le truc, il tourne, il est Le truc tourne. sur une première base. Exactement. J'ai rencontré, encore une fois, à WeWork. Comme quoi WeWork, on rencontre du C'est monde. incroyable. Ethan qui a lancé un SaaS qui aujourd'hui fait 30K de MRR, donc c'est quand même pas dégueu. C'est un SaaS qui se valorise plus d'1 million d'euros, large, parce que 30K de MRR, tu es à 360 000 € d'ARR, donc de revenus récurrents annuels. Donc x3, c'est pas du tout déconnant. On peut même plutôt trancher sur un x5, x6, large. Et lui a tout développé sur Bubble. Donc tout est en no-code et le mec génère quand même du 30 000 € de MRR. Full marge. Et toi, du coup, juste pour rebondir sur ton SaaS, tu l'as stoppé, tu l'as revendu, qu'est-ce que tu as fait? Il tourne toujours. Ouais. J'ai quelques clients. En fait, ce qui est cool, ça c'est un truc que j'ai très rapidement appris dans le monde des SaaS, c'est qu'on peut faire. En fait, lancer un SaaS, c'est pas hyper compliqué en soi, entre guillemets. Ce qui est compliqué, forcément, c'est de trouver les bons devs, etc. Et surtout, en fait, tout est une histoire de marketing. J'ai rencontré des développeurs qui avaient développé plein de micro-projets des SaaS, mais de fou, hein, des trucs incroyables, et qui au final ne l'ont jamais sorti parce qu'ils connaissent pas en fait le marketing. Et tu peux avoir un SaaS merdique et réussir entre guillemets dès le départ à le lancer et faire de l'argent. Et le problème en fait, c'est qu'après, si tu as un SaaS qui est pourri, si ton produit n'est pas bon, tu n'arriveras pas en fait à aller sur la durée. Et le jeu du SaaS, c'est justement la rétention client où les gens vont rester abonnés. Et sur des SaaS justement comme ClickFunnels, après j'en citerai un, je peux le citer direct, un Google Workspace qui est au final un SaaS où tu payes tous les mois pour une adresse mail, etc. ClickFunnels, c'est des SaaS qui sont hyper sticky. Sticky, c'est-à-dire que les gens vont rester abonnés pendant des mois et des mois. D'ailleurs, c'est cher, hein, ClickFunnels, comparé à System.io. Mais en fait, comme tu construis quelque chose, tu bâtis quelque chose dont tu as besoin pour ton business, tu ne veux pas te désabonner. Et c'est là en fait où ils sont très très forts. Ces boîtes-là sont très très fortes. Et donc aujourd'hui, tu vois, sur Tunnelland.io, on a encore quelques clients, notamment, tu vois, on a un coworking, je crois que c'est à Lyon, un coworking, on avait un restaurant aussi, qui ont construit leur site web et qui payent toujours, je crois que le plan c'est 29 € par mois. Donc on a toujours à peu près entre 1000 et 2000 € qui tombent tous les mois sans aucun problème, en full récurrent, depuis 3 ans, pratiquement 3 ans, 2 ans et demi, sans rien faire. Donc c'est le truc du SaaS. Et c'est là en fait où c'est extraordinaire le SaaS. C'est que c'est une autre dynamique, c'est pas un one shot, c'est pas du service one shot, c'est long,
tu vois, pour bâtir ton MRR, donc ton revenu récurrent. Ça prend du temps dès le départ, mais par contre, une fois que c'est là, c'est stable. Et surtout, après, le jeu du SaaS, c'est vraiment de diminuer ce qu'on appelle le churn, donc diminuer le taux de désabonnement. Et c'est là, en fait, derrière, après, tu as un SaaS qui se valorise fortement, quoi. Ça, tu as des conseils pour diminuer le churn? Ouais. Franchement, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de co-construire son SaaS avec ses clients. Donc, co-construire, prendre toujours des clients au téléphone, parce que même si c'est du business en ligne, pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un échange humain. Avoir les reviews, ouais. Avoir des reviews, avoir des feedbacks, s'assurer en fait que le produit est toujours très bon pour derrière faire en sorte qu'il reste abonné. Et au-delà de ça aussi, Guillaume Houbèche, qui a créé Lemlist, l'a très bien fait, c'est de créer une communauté et donc pas uniquement donner un produit, donc un abonnement, donc un logiciel, donc transmettre un service, mais donner aussi plein de choses autour gratuitement. Par exemple, de la formation, une communauté, des tips, Ouais, un groupe. l'Empire. Et en fait, quand tu crées tout un écosystème comme ça, les gens appartiennent à une famille, ils payent leur abonnement, mais ils ont plus que le service. Et encore une fois, tu es dans cette optique de over-deliver, tu vois, de sur-deliver. Ouais, bah, la communauté, c'est hyper important, hein, surtout Exactement. dans le modèle de la formation ou dans les SaaS. Même en fait, dans le modèle dans tous les modèles. Tu peux pas simplement juste vendre un truc Exactement. et pas parler à tes clients, pas avoir une relation, une proximité. Même dans n'importe quel magasin, aujourd'hui, c'est en fait l'expérience client. T'es C'est obligé. clair. Et je pense qu'on est de plus en plus là-dedans, ouais, tu vois. Que ce soit sur un SaaS, tu vois, le fait que quand tu te connectes, quand tu sais, la visite guidée, tu sais, souvent tu as des logiciels où ils te disent, tu sais, tu as une petite visite guidée, Ouais. etc. à l'interface. Pour moi, c'est ça l'expérience client aujourd'hui. tu vois. Ouais, on prend par la main. Exactement. Et tu dois le pousser au max. Tu dois avoir des gens qui t'appellent pour prendre des feedbacks, des reviews, des machins, pour être sûr que tout se passe bien en fait. Et que tout soit fluide. C'est quoi les premières steps pour lancer son SaaS? En fait, c'est de trouver une idée entre guillemets, mais même souvent, tu sais, les gens me disent ouais, c'est compliqué de trouver des idées pour des SaaS. Clairement, moi, les SaaS, alors on en parlera peut-être après, tu vois, je développe actuellement plusieurs SaaS, et les SaaS que je développe, j'ai pas réinventé la roue. J'ai pris des trucs qui marchent dans d'autres pays, je duplique en mettant à ma sauce, en mettant le marketing à la sauce du pays en question. Il ne faut pas réinventer la roue. Et d'ailleurs, on en parlera aussi, tu en parlais au début du podcast, les boîtes dans lesquelles j'investis, c'est des boîtes qui existent déjà dans d'autres pays. D'ailleurs, on peut en parler. Ouais. Donc, tu investis dans. Ça fait beaucoup de. 25 invests. 25 depuis Après, combien de temps des petits tickets, tu vois, c'est des tickets en général de 3 000, bon, ça peut paraître beaucoup, mais c'est 3 000 $. J'aimerais bien mettre plutôt à 10 000, 20 000, 30 000 par la suite. Et depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, ok. Ouais, Et- une boîte par mois, à peu près. Ok. Et comment tu les sources? En fait, si tu veux, je passe par un club deal. Donc, c'est un deal, donc un club deal, c'est un club d'investisseurs, en fait, un club de business angel qui me source des deals, donc qui viennent du Y Combinator. Le Y Combinator, c'est le réputé comme le plus grand incubateur de startups de la planète. Hein. Ils ont incubé Stripe, Ouais, ok. Airbnb, Coinbase, Twitch. Et concrètement, tu vois, on dit souvent que 9 startups sur 10 échouent. Bah, eux, si on regarde les stats sur le long terme, on est plutôt sur 5 sur 10, ce qui est très peu. Et une boîte sur 20, donc 5% des boîtes qui sortent du Y Combinator deviennent des licornes un jour, donc qui valent plus d'1 milliard. J'investis sur des boîtes, moi, en seed et série A, avec des valorisations en général autour de 20-30 millions de $, qui font déjà du revenu, donc qui ont déjà une traction, Ok. comme la marque de la voiture. Qui ont déjà une traction, qui font déjà du revenu. Et pour l'instant, ouais, ça se passe super bien. Et j'investis justement voilà, dans des pays, j'ai à peu près 50% des boîtes, un peu moins je pense, qui sont aux US. J'avais vu de l'Inde. Ouais, Incroyable. Et beaucoup sont dans des pays émergents parce que les pays émergents, en fait, pour moi, c'est l'avenir. Et tu prends des modèles qui marchent dans nos pays, donc en France, en Europe, aux États-Unis, tu les dupliques dans ces pays-là. Par exemple, j'ai investi dans le mythique indien. Attends, mais j'avais vu un truc sur le mariage aussi. Ouais, mariage. Bah, c'est celui-là. En fait, il y en a deux. J'ai une boîte, c'est une fintech de mariage aux États-Unis Ouais. qui permet de faire du buy now, pay later. Donc c'est comme du crédit en fait pour du mariage. Les mariages coûtent extrêmement cher pour les Américains. Donc mettons que tu veux un mariage à 50 000 $, peut-être que tu n'as pas 50 000 $ à mettre, mais tu as envie de te marier avec ta femme. Et ben du coup, tu vas mettre juste un petit acompte de 2 000 $ par exemple. Et donc tu as accès à toute une interface qui te plug avec des freelances, avec des tour opérateurs, des organisateurs, des machins, des trucs. Et derrière, ils prennent eux leur commission. Et tu payes en fait tous les mois comme un crédit ton mariage. Fintech. Et en Inde, c'est une application de rencontre. Là, eux, c'est des tueurs. Donc c'est comme un mythique. Ouais. Qui match avec la personne, donc ça marche très bien. Et après, derrière, ils upsell sur les mariages, sachant qu'en Inde, les mariages, c'est quand même très important.
ils upsell sur les mariages, tous les services. Ils font des trucs de dingue sûrement. Ah mais ils font des trucs de dingue. C'est beau, ouais, Bollywood, truc. Exactement. Et ils prennent des coms de partout. En fait, ils ont des monétisations. Ils ont du récurrent, ils ont du variable. Et ils crachent du cash à mort. Surtout parce que il faut se rendre compte, la plupart des gens ils se disent que l'Inde c'est sous-développé, machin, etc. Alors oui, ils ont encore beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de il y a un contraste qui est énorme. Énorme. Mais il y a beaucoup de richesses. Et d'ailleurs, tu les vois à Paris. Il y a énormément de touristes indiens qui viennent à Paris parce que il commence à y avoir de l'argent. Et surtout le nombre. Imagine qu'un Indien te donne juste $1. Tu as une boîte qui fait $1 milliard de revenus. Ils sont 1 milliard maintenant, ils sont passés premier pays mondial. Et d'ailleurs, l'Inde est passé premier pays en termes d'écosystème startup. Enfin, il n'est pas premier pays, mais ils sont dans le top 20 et ils viennent de passer devant la France. Ouais, non, c'est vraiment fat. Et la boîte indienne, elle fonctionne bien sur celle où tu as. Toutes les boîtes dans lesquelles j'investis aujourd'hui, je pense qu'il y en a 2 où j'ai pas trop de nouvelles. Ouais. C'est quoi pas trop de nouvelles? En fait, si tu veux, le problème avec les startups, c'est qu'ils sont pas obligés de te donner des reportings. Ok. Donc ils peuvent te faire des reportings trimestriels, semestriels, des fois annuels, et des fois ils donnent pas de nouvelles. Ok. Mais encore une fois, tant que la boîte n'est pas morte, pas de nouvelles, bonne nouvelle entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'elle continue à vivre. Aujourd'hui, toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi, il y en a qui roulent très bien, qui ont une belle croissance. Ok. Et il y en a qui ont une croissance extrême. Je dirais à peu près 3-4. Quand je dis croissance extrême, c'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas que d'ici 1 an, 2 ans, quelques mois, elles deviennent des licornes. Ouais, j'avais vu, tu fais des screens où tu dis j'ai investi là, et tu vois la courbe, elle est vraiment hyper flat. Exactement. Et d'un coup, ça. Ouais. Et en gros, tu vois, sur la plus belle boîte pour l'instant sur le papier où j'ai eu des nouvelles, c'est une boîte au Mexique. Ok. C'est une fintech qui permet de faire du microcrédit pareil, donc dans tout ce qui est microcrédit, un peu une espèce de finance meilleurtaux.com. Ouais. Meilleurtaux.fr. Et concrètement, cette boîte-là, aujourd'hui, ils font 5 millions de revenus mensuels. Ils sont déjà du coup autosuffisants, donc ça veut dire que ils crachent plus d'argent que ce qu'ils en dépensent tous les mois. Et moi, j'ai investi sur une valorisation à 40 millions de dollars. Aujourd'hui. Et comment tu l'as sourcée celle-là? Justement, c'est mon club deal en fait, tout simplement, qui me source les deals et qui m'envoie les deals tout frais sur un plateau d'argent. Ça coûte cher de faire partie d'un. $2000, enfin 2000 € par an. Ok. Si tu fais un. 2000 € par an, et puis ce qui est cool en fait, c'est que c'est 1000 € minimum par deal, tu vois, $1000 minimum par deal. Ok. Tu as à peu près une dizaine de deals qui sont proposés, entre 10 et 15 deals qui sont proposés par an. Donc pour que ce soit rentable pour un particulier ou un pro, moi j'investis en pro avec ma holding. Ok. Concrètement, pour que ce soit rentable, il faut minimum mettre 10 000 $ en investissement par an. Ok, ouais, ça reste jouable. Ça reste jouable pour quelqu'un qui fait un peu d'argent, soit un particulier qui a une bonne situation, soit un pro qui veut tout simplement investir. C'est pas quoi faire de sa trésor, etc. Et là sur on va dire sur 10K que tu as mis sur 1 an, peut-être plus, hein, tu me disais, mais. Ouais, j'ai à peu près 3K. Ça dépend, mais je préfère lisser. En fait, ce qui est top aussi, c'est qu'en investissant dans plusieurs pays, en investissant toujours la même somme, ce qu'on appelle du DCA, c'est du dollar cost average, exactement comme en bourse, tu dilues ton risque. Ouais. Déjà, en fait, j'investis dans des industries différentes, alors que de la tech. Ah ouais? Que de la tech, des boîtes en général avec du récurrent, parce qu'on aime les SaaS, du variable aussi. Et du coup, je diversifie par l'industrie en question, tu vois, mariage, immobilier, etc. Je diversifie par la zone géographique. Et surtout, je dilue mon risque parce que je mets toujours la même somme, à peu près, sur chaque deal. Et tu as en tête une boîte qui a fait une belle plus-value? Je t'ai dit, là, celle-là, elle s'appelle Bopap. Et du coup, toi, t'as pris. Non, c'est pas maintenant que tu prends. Je ne prends pas. En fait, c'est ça le problème avec une startup. Mais encore une fois, il faut juste être patient. Il faut se dire, tu mets de l'argent et tu l'oublies pendant 5 à 7 ans. Ok. Et par contre, le but dans toutes les boîtes dans lesquelles. C'est qu'elles vendent, c'est ça? Exactement, qu'elles fassent racheter ou introduites en bourse. Et toutes les boîtes dans lesquelles on investit du coup en seed et en série A ont tout le potentiel de faire minimum x100. Donc là, tu vois, sur Bopap, normalement, si on croise les revenus maintenant avec les revenus il y a 2 ans sur lesquels j'ai investi, elle vaudrait pas loin d'1 milliard. J'ai investi sur une valorisation à 40 millions de dollars. Donc ça veut dire que j'ai fait mon x25. Sur le papier. Ouais. Sur le papier, et tu vois, ça se trouve ça va aller beaucoup plus haut, mais je sais qu'un jour, il y a de fortes chances, parce que j'ai investi quand même tôt, tu vois, j'ai investi, j'avais 23 ans, 24 ans la première fois. Ouais, 23 ans et demi. Et concrètement, je sais qu'un jour, il y a de fortes chances, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais que je fasse plus que x100 sur un deal. Et donc si je commence à mettre des tickets à 10 000, ce qui est mon objectif horizon 2-3 ans, ça fait 1 million. Même déjà un ticket à 3000 qui fait x100, c'est intéressant. Ça fait 300 000. T'achètes une belle baraque, une petite baraque. Ah bah oui, moi
vers chez moi, dans ma région, 300 000, tu as une grande maison. Ouais, bah t'as deux, tu vois, j'ai un peu investi dans l'immobilier, tu as 2 immeubles de rapport dans le nord. Ah, tu as aussi un peu d'IMO? Ouais, un peu d'IMO, ouais. T'as quoi en IMO? J'ai 3 immeubles de rapport dans le nord, avec en tout, il y a combien? 14? Non, 13 lots. À part, c'est des petits investissements, tu vois, il y en a un que j'ai acheté 100 000, il y en a un que j'ai acheté 250, enfin non, je l'ai acheté 150 mais j'ai mis 100 000 € de travaux, et l'autre, je l'ai acheté 210 000 net vendeur. Et avant ça, donc, t'as fait quoi comme études J'étais en école de commerce, j'étais un mec, je vais pas commencer à faire un storytelling, ah ouais l'école c'était pas fait pour moi, au fond de la classe. etc. Non, j'étais bon à l'école, j'étais toujours dans les tops de promo, mais je me faisais chier, clairement. En fait, j'étais le genre de mec qui avait des bonnes notes mais qui voulait pas travailler et qui satisfaisait d'un 15 ou d'un 16. Ouais, c'est déjà bien. Moi j'ai fait STG au rattrapage. Voilà. J'aurais bien voulu le 15. C'est ça. Et en fait, si tu veux, je me suis emmerdé. Et je sais pas, tu vois, j'ai toujours eu ce côté un peu où je voulais entreprendre, faire des choses. Et en deuxième année d'école de commerce, donc j'étais à la Défense, je détestais l'environnement de la Défense. Et j'étais écœuré par ce que je voyais, par l'ambition des gens en fait qui était en décorrélation avec ce que je voulais. Parce que j'ai toujours voulu gagner beaucoup d'argent. J'aime les belles choses, tu vois, je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste. Par contre, j'adore les expériences. Tu vois, je suis capable de dépenser 1000 balles dans une bouteille de vin au restaurant. Sans aucun problème. Bah, j'espère qu'on le fera pas aujourd'hui. On va jouer au jeu de la carte. Ah mais et t'en sortir une qui passera pas. Hein. Ah magnifique. Et donc concrètement, tu vois, c'est ça qui m'anime, les expériences. Et donc en deuxième année, je commençais vraiment à être dégoûté de la défense. Je prenais le métro le matin, le métro le soir. Surtout que c'est le vrai exemple, la Défense. Et en fait, j'ai attendu la troisième année parce que j'ai eu une troisième année extraordinaire où je suis parti. En fait, j'ai vécu 6 mois à Beyrouth au Liban. Et j'ai vécu 6 mois. Plein de potes libanais, c'est incroyable. Et j'ai vécu 6 mois à Marrakech. Ah oui. Et on en parlera après. Et concrètement, tu vois, je voulais vraiment attendre cette expérience à l'étranger. Et c'est durant cette expérience à l'étranger que j'ai commencé à vouloir entreprendre. C'est là où j'ai commencé à taper sur internet comment gagner de l'argent en ligne, etc. Et pendant 1 an, j'ai pas fait de vente. J'ai essayé plein de petits jobs. Mon premier business, c'est une galerie d'art. Galerie d'art à Beyrouth. Échec complet avec mon meilleur pote. Et superbe expérience, tu vois. Mais après, j'ai eu un deuxième échec sur un autre business en ligne où je vendais des fiches. Et puis après, j'ai première vente au bout d'1 an, 17 balles. Je suis connu pour ça. 17 € sur un infoproduit. Donc c'était des fiches immobilières où je vendais en fait de la data sur des villes en France. Puis après, je suis parti sur du closing. Voilà, mais si tu veux, j'ai mis 1 an vraiment à commencer à gagner de l'argent un petit peu sur Internet. C'est pour ça que ça prend du temps. Et il faut être patient. Et malheureusement, tu vois, je suis quelqu'un qui n'est pas patient et c'est compliqué. Et tunnel de vente, ça arrive quand? Tunnel de vente, ça arrive août 2019. Donc 1 an après que je sois parti à l'étranger. Donc je suis parti en août 2018 à Beyrouth au Liban. Et en août 2019, septembre 2019, Tunnel de vente se lance. À l'époque, on faisait quelques milliers d'euros par mois avec de la prestation de service. Pas de quoi casser une patte à un canard. Et derrière, on a basculé sur le mode de la formation. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à gagner de l'argent. Formation quoi? Formation, juste comment. Alors il y avait 2 volets, comment créer des tunnels de vente, comment devenir en fait c'était du B2B, donc en fait comment créer des tunnels de vente pour son business, gérer de la publicité, etc. sur Facebook, Google. Et l'autre volet, en fait, c'est des gens qui voulaient créer une agence ou devenir freelance sur Malte, sur Fiverr pour faire des tunnels de vente, des landing pages, etc. Ok, donc là tu fais ça tourne un petit peu. Ça tourne, ouais, tu vois, on a fait des mois. Notre meilleur mois, je pense qu'on devait s'approcher des 70 000 € de chiffre d'affaires. Notre meilleur mois. Mais en général, au début, tu vois, on faisait des 10, 15, 20 000 € de chiffre d'affaires. C'était correct. Mais sachant qu'après, on a commencé à déléguer pas mal de prestats. Donc on ne margeait pas non plus à fond. Et en fait, j'en ai eu très vite marre de la presta, j'en ai eu très vite marre de l'humain, la gestion humaine. Même si j'adore l'humain, pour moi, pour créer un beau business, il faut recruter des belles personnes. Et c'est pour ça qu'on est vite passé sur le modèle de la formation. Et pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'arrêter la formation? Mais une typologie de formation, c'est que pareil, j'en ai eu très marre en fait des particuliers. Les particuliers sont chiants. Les particuliers se plaignent, surtout dans le make money en fait. Dans le make money parce que ils sont exigeants. Tu vois, on a lancé après avec Jérémy une formation sur le closing, sur la vente. On a eu de très bons résultats et on a eu des gens qui n'ont pas eu de résultats. Et ils se retournent contre toi en te disant… Exactement comme à l'école, tu as le cancre au fond de la classe et tu as des gens qui réussissent. Parce que les gens qui réussissent travaillent, viennent au coaching, on suit toute la formation. Si tu regardes, et j'ai analysé toutes les stats
J'ai passé des nuits entières à analyser toutes les stats. Tu regardes les gens qui réussissent pas, ils n'ont pas fini la formation, ils viennent pas au coaching. Et en fait, derrière, c'est pas qu'ils ont un problème de mindset. Alors, il y en a qui ont un problème de mindset. Mais malheureusement, je suis pas coach mindset. Et c'est ce que je leur dis. Je suis pas coach mindset. Si tu veux aller voir du mindset, tu vas prendre un coach mindset sur Instagram. Même si je suis contre ça. Il y en a des bons. Hein. Mais la plupart, c'est du bullshit. Et en fait, la plupart, c'est juste parce qu'ils passaient pas à l'action. Ils passaient pas à l'action. Et ils implémentaient pas ce qu'ils apprennent. Ouais, ou même, tu vois, moi je sais que je le vois là avec Malte, où j'accompagne des freelances qui se lancent sur la plateforme. Et parfois je leur dis, mais ok, donc là tu fais combien, c'est quoi tes objectifs? Donc ils me disent, voilà, je veux faire tant. Et je dis, mais et là t'en es où? Donc vraiment il est en dessous, et je dis, mais combien tu prices? Et certains en fait ils price des prestats, mais ils pourraient la vendre par exemple 2000 €. Ils vont te la vendre 300 € et ils vont me dire, avant que je donne ma réponse, ils vont me dire, ouais, je pense que 300 c'est déjà très cher. Ouais, il y a un gros problème. Et après je leur dis, mais ça, j'ai des collègues qui ont 1 an d'expérience, même pas comme toi, le mec a 5-6 ans, et je leur dis, mon collègue qui a 6 mois, qui est encore en CDI, qui se forme, il vend la presta, c'est fou, 1005, et il dit, ah ouais. En fait, c'est la valeur. Pour moi, c'est les gens n'ont pas compris la valeur perçue. Qu'ils peuvent délivrer aussi. Si jamais je te fais payer un service 10 000 balles, mais qui t'en rapporte 100 000. Non, mais c'est sûr. 10 000, c'est pas assez cher. Ouais, et puis même parfois tu leur dis, imagine que voilà, c'est 10 000, ça fait 100 000, est-ce que tu es prêt à les mettre? Oui, mais après ils vont te dire, oui, mais est-ce que. Oui, bien sûr, ça c'est toujours pareil. Mais concrètement, tu vois, je pense que oui, il y a des gens, tu vois, on peut basculer sur le débat, est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre? Je pense que tout le monde est fait pour être freelance, mais tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Le truc, c'est que je me suis lancé en freelance en même temps que mon premier jour de CDI. Ouais. Donc ça fait 3 ans je suis en freelance, et là ça fait du coup 6 mois que je suis à full time indépendant, j'ai démissionné. Et c'est vrai que le petit piège, on va dire la prison dorée, c'est de se dire, là je gagne 3-4 fois plus que le CDI, ça va. Enfin, le piège, ça dépend, parce que si tu es content avec ça, ouais, mais c'est très bien. Souvent ils sont esclaves. Oui, du modèle. Moi je sais que là aujourd'hui, le problème, voilà, c'est que j'ai dû décaler des calls parce que mon business, c'est. Qui repose sur toi, exactement. Ouais. Et tu vois, et en fait, si tu veux, moi, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et en fait, concrètement, j'ai compris qu'aujourd'hui, il y a 2 business models sur le net, sur le web, qui te permettent de gagner de l'argent sans même être tout le temps à la barre. Ouais, c'est le SaaS et la formation en ligne. Même si après, on va te dire, le SaaS, il va falloir l'optimiser, analyser, machin, etc. Il y a du boulot, mais je veux dire, tu peux partir, une fois qu'il est bien fait et que tout tourne, tu peux partir une semaine, couper tout Bahamas. Il n'y a pas de problème. Les récurrents, ils tombent. Oui, je suis d'accord. Moi, une semaine, je peux pas parce que j'ai un call à faire le lundi, j'ai l'analyse le. Et c'est pour ça, en fait, la prestation de service, c'est un truc. En fait, c'est juste, il y a des gens pour lesquels c'est fait, et il y a des gens pour lesquels c'est pas fait. Moi, c'est pas fait pour moi. Et je pense qu'il faut justement mettre les mains dans le cambouis pour comprendre ce qu'on veut pas. Ouais. Tu vois, il faut justement faire des choses. Parce que je pense que tu vois, les gens qui disent ouais, il faut faire des choses qu'on aime, etc. Je pense que c'est une phrase très bullshit. Pour moi, quand tu entreprends, quand tu démarres un truc, bah oui, il faut récurer les shots en fait. Il faut récurer les shots, il faut faire le sale boulot. Ouais, pour après faire celui qui est bien. Exactement. Mais il faut connaître en fait justement toutes les tâches. Et tu vois, moi j'ai fait cette erreur-là sur plusieurs boîtes de vouloir trop déléguer trop vite. Et en fait, je déléguais des tâches que même moi je n'avais pas faites. Il faut déléguer un truc que tu connais. Exactement. Ouais. Après, bon, tu peux pas tout connaître. Non, mais bien sûr, gérer une boîte mail. Évidemment. Mais concrètement, tu vois, c'est clair, par exemple, du montage vidéo, je sais pas comment monter. Enfin, je sais comment monter une vidéo très rapidement, mais je sais pas utiliser un logiciel comme CapCut, etc. Mais tu vois, là-dessus, je vais pas apprendre pour pouvoir déléguer. Non. Et par contre, des choses où il y a des beaux process, des trucs, etc. à mettre en place, bien sûr que ça, il faut. Non, moi c'est pareil. Tu parles de montage, ça m'intéresse. Mais en fait, par rapport à. Là, je connais un petit peu, mais par rapport à ce que je pourrais délivrer versus un pro pourrait faire, il y a une courbe d'apprentissage qui est trop haute et qu'il me faudrait 6 mois, 1 an pour arriver à un truc vraiment quali et j'ai pas le temps. Je sais exactement ce qu'on peut faire, ce que je veux. Je me suis formé un peu dessus pour pouvoir, quand je fais une vidéo, dire au monteur, voilà, je veux ça, là, à tel moment il y a un truc. Mais j'irai pas passer des nuits entières à regarder sur Premiere Pro. Bien sûr, mais tu vois, en fait, moi, ce qui me chagrine un peu avec la prestation de service, c'est que tu prends un gars, par exemple, qui fait une presta à 500 € par jour. Ok. Mettons qu'il bosse 30 jours non-stop par mois.
Ce qui est déjà Ce qui est déjà quasi pratiquement impossible. impossible. Ouais. Il est capé à 15 000, donc ça veut dire qu'il échange son temps contre de l'argent, déjà. Et en plus de ça, il est capé. Mais échanger ton temps contre de l'argent, entre guillemets, c'est une phrase aussi bullshit, parce que tout le monde échange son temps contre de l'argent au final. Mais tu l'échanges contre des valeurs complètement différentes. Mais tu as un cap. Avec le SaaS, ce qui est magnifique, c'est que tu as 0 cap. Bon là du coup Arnaud il sait recevoir. Hein. Bah, c'est le pique-nique. C'est le pique-nique. C'est le pique-nique de midi. Et donc il nous ramène une très belle vodka. Et caviar au cèdre royal. Moi je te fais confiance. Hein, Ah oui. Incroyable. Dégustation. Ben non mais c'est. Il y a les cuillères en nacre qui sont là-dedans, normalement, Ouais, tu peux ouais. les prendre. Et elle m'a donné un truc pour ouvrir la boîte. Normalement, il y a une pince pour ouvrir la boîte. Je sais pas où elle est. C'est une clé. Incroyable. c'est Ah une oui clé- c'est beau. C'est une clé pour ouvrir. Bon, elle est pas en or, je pense, mais Non mais c'est déjà bien. Hein. Ouais. Je te sers un petit. je t'en prie. Hein. Alors du coup, si on veut monter des SaaS, c'est important d'avoir un kiff avec la vodka. Non, pas du tout. pas du tout. Allez, je te sers un petit peu. Allez, go. Tu peux me servir un l'envers. Hein. Oui. Pour l'instant, ça va. On est totalement sobre, donc pour la vidéo, c'est parfait. Allez, tiens. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je te mets dans la bouche. C'est vrai que c'est dans une traction. Hop, je te remercie. Tiens. Merci. Et oui, il est très bon. Il est vraiment très bon. Nickel. Nickel. Très bon. Impeccable. Il est ouais, Il est bon, hein. vraiment très très bon. Bon, alors, c'est quand même assez drôle. Hein. Alors, j'ai fait. Tu as dû en faire aussi des podcasts. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, tu as un concept de podcast. Ouais, la suite 21. Mais alors, ça, c'est vraiment super. Parce que du coup, c'est quoi? C'est un appart que tu loues? En gros, si tu veux, j'ai un pote qui s'appelle Eric, j'espère qu'il verra cette vidéo, qui est chef et il avait un étoilé qu'il a revendu, Ok. qui s'appelait La Rome, dans le 8e arrondissement. Et la vodka, ouais, c'est pas de la polia. C'est pas de la polia. Hein. Ah non, ça se boit. Hein, Ah oui. comme Je te remercie. Et donc, Ah oui, il est gros. Hein. t'auras pas gâché des grains quand même. Non, Tiens, non. Thibaut, tu veux des grains? Bah attends, pour le caméraman. Ah oui, on va le faire goûter, mais il a goûté tout à l'heure à la boutique. Et donc concrètement, ouais, si tu veux, je me suis dit comment je peux faire un concept. Moi, tu sais, j'adore la gastronomie. Ouais. D'ailleurs, tu voulais me parler de mes passions. Mes passions, moi aujourd'hui, j'entreprends pour les expériences et pour bouffer au resto. Je suis connu pour bouffer au resto, j'adore. Mais d'ailleurs, la première fois qu'on s'est vu, c'était, deuxième fois, dans un lieu, on va dire, où il était 19h, pas d'alcool, pas d'alcool. On va dire pas trop tard. C'était Bon vivant. bon vivant, extraordinaire. Extraordinaire cette chaîne. Et donc concrètement, ouais, moi, si tu veux, là, je me suis. Après, peut-être que ça changera et ça changera sûrement. C'est comme ça que ça marche la vie. Dans les 10 prochaines années, je me focus sur business en ligne. Ouais. Mon goal, c'est de bâtir un gros portfolio de SaaS, notamment avec des SaaS qui sont valorisés et que je vais pouvoir revendre, donc faire un gros exit derrière, Ouais. qui me mettra à l'abri pour, on va dire, à peu près toute la vie. Quoi. Ouais. Et après, en gros, mon goal, c'est de faire du resto, de faire des restaurants, des bars, des trucs à thème. Mais J'adore ça. tu sais que c'est drôle parce que la première fois quand on a mangé ensemble, tu m'as dit ça, moi c'est exactement le même objectif. Et il y en a plein, ça peut faire sourire ou autre. Mais moi c'est vrai que mon vrai kiff aujourd'hui c'est j'essaye de lancer des programmes, de faire du. Non, il est vraiment très très bon. Ouais. Impose-le. Ouais. Du cash, d'en avoir un maximum sur le compte pour faire l'objectif de vie. Une petite île dans les Hamptons. en vrai, n'importe où, mais tu vois, avoir mon resto, Punta Cana, machin, un truc vraiment, ça c'est. Il y en a, tu vas leur demander c'est quoi leur rêve, ils vont te dire, moi voilà, moi c'est. Moi, franchement, c'est ça, c'est un resto. Mais c'est même pas un resto pour gagner de l'argent. Ah non, mais moi c'est pour un le resto, kiff. c'est un resto Oui. pour que Thibaut, qui est derrière la caméra, puisse venir mixer le midi. Ah, il mixe aussi? Ah, il mixe Thibaut. Ah, génial. Qu'il puisse venir mixer le midi et que le soir, on fasse des soirées avec mes potes jusqu'au bout de la nuit Mais c'est exactement ça. où on mange et on boit du bon vin. Et tu vois, je vais même aller encore plus loin. Moi, le truc d'avoir mon petit resto dans les îles, si j'ai, même, tu vois, sans parler d'argent, juste être détente, tiens. Ouais. Juste être détente, avoir ma. Attends, je t'en prends une Vas-y, prends une grosse. nichette.
alors là, Sur le costume. allez hop. Ah, il a pris en plus la caméra. Il rigole. Non, mais tu vois, même sans parler d'argent, mais l'expérience et me dire, j'ai mon petit resto, je chill, c'est détente. Et ouais, inviter les potes. Moi, c'est vraiment ça le goal, plutôt que la famille dans le 92 et le pavillon. C'est mec, pas du tout ce qui me branche. Ça m'excite pas du tout. Et tu vois, je t'avais dit aussi, j'avais fait la rencontre d'un mec à Punta Cana. Ouais. C'est sur une petite plage, un truc vraiment paumé, d'un Français qui avait, je crois, 40-50 ans. Et il me disait, j'étais comptable à la Défense. Et un jour, situation, machin, avec sa femme qui se dégrade, ça va plus trop. Il ne restait plus beaucoup sur le compte. Il se dit, je pars à Punta Cana, en République Dominicaine. Et il y a dû y avoir cette affaire qui s'est présentée. Petit boui-boui, vraiment un petit resto sans prétention. Ouais. Et le mec, il travaille du lundi au jeudi ou au vendredi, mais il fait pas le soir, que les midis. Et il dit, c'est sa meilleure life. Et bien sûr. Et je pense, tu vois, c'est clair que... Après, t'as pas le côté famille, aller à l'école, aller le chercher. Bien sûr. Il y a ça aussi quand même. Non, ouais, tu vois, donc c'est ça. Bon, là, mon objectif, c'est business en ligne, parce que business en ligne, j'aime bien, mais je sais que c'est pas ma finalité. En fait, j'y vais clairement par pur aspect, et j'ai pas peur de le dire, pécunier, parce que je sais que ça fait de l'argent. Évidemment. Mais les marges sont cool. Et en fait, là où c'est très intéressant aussi, c'est que je fais beaucoup le parallèle entre le business en ligne et le business physique. Tout ce qu'on apprend en marketing sur un business en ligne, tu l'implémentes pour un restaurant. Moi, regarde, Père and Fish, tes potes. Ouais. Moi, demain, je sais que je lance un restaurant. Sauf sur le côté management, process du resto que je connais pas. Ouais. Mais sur le côté marketing, je sais que je cartonne tout. Ouais. Mais tu vois, là, sur le côté pécunier, que tu dis, je le fais pour ça. Moi, j'ai plein de potes qui me disent, mais pourquoi tu continues à gérer des campagnes, à faire tout ça, si ça va? En fait, ça va parce que c'est grâce à ça. Mais bien sûr. Donc, je vais pas arrêter. Et surtout, c'est pour te bâtir un meilleur futur. Exactement. Et le truc, c'est que aujourd'hui, le seul truc que je sais à peu près bien faire, et tu vois, on parlait de freelance, mais sur Malte, la plateforme, je suis bien positionné dessus, même en première position sur Google Ads. En fait, je serais complètement con de me dire, ça va, j'arrive à me faire des gros mois, j'arrête. Non, là, il faut aller chercher beaucoup plus. Tu sais, il y a un gars que j'aime beaucoup sur le web qui s'appelle Iman Gadi. Et très très fort. J'ai vu une vidéo de lui il n'y a pas longtemps, et tu vois, en fait, c'est quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, quand tu commences à acheter ta première grosse caisse, si tu veux acheter une grosse caisse, c'est ton kiff, c'est à ce moment-là en fait qu'il faut encore aller beaucoup plus fort, parce que c'est juste le beginning. Bien sûr. C'est le starter, mais t'as encore rien fait. Tu parlais là en fait où tu dois décupler tes efforts. Tu parlais de gros montants, t'en as déjà un petit peu parlé avec tes investissements. En IMO, du coup, en valeur de tous les appartements que tu as, il y en a pour combien à peu près? Tu saurais te dire? Ouais, bien sûr. 100, 250, entre 600 et 700 000 euros. 700 000 euros, ouais. Donc là, t'as quel âge? Je viens d'avoir 26. 26? Ouais. 600 bars d'IMO, c'est bien. Ouais, et puis en plus j'ai démarré, bon après je peux le dire à la caméra, c'était pas... du coup j'étais salarié dans la boîte de mon ex. C'est ce qui m'a permis, grâce au CDI, d'investir, d'utiliser le levier bancaire d'investir en immobilier. Ok. Et j'ai posé, pour lever à peu près 600-700 000 euros, j'ai posé à peu près 20, 30 000 max sur la table. Et comment tu as fait pour, du coup, en posant 20K, en gros c'est à la chaîne, c'est ça? Tu as mis 20K une fois, ça t'a permis d'avoir un appart, comment ça s'est passé? En fait, j'ai acheté les 3 en une année, les 3 d'un coup. Ok. 3 immeubles, je me suis positionné sur 3 immeubles, j'ai acheté les 3 immeubles. Moi j'ai fait exactement pareil, alors pas sur 3 immeubles. Ouais, mais après, encore une fois, tu vois, c'est des entre guillemets, c'est des petits montants, puisque dans le nord de la France, et tu vois, si c'était à refaire, je ne ferais plus, parce que, alors oui, c'est rentable, mais c'est casse-pied, parce que tu as des jours des merdes à gérer. Oui, tu as toujours. Alors, sauf quand tu achètes une maison, parce que tu n'as pas la copropriété. Exactement. Et ça, c'est le vrai. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est vrai. Dans un petit patelin, en fait, mon patelin où je suis, ça s'appelle Le Bug. Ouais. Bon, c'est impossible que les gens ils connaissent, même toi. Hein. Si tu connais ce patelin-là, en bas de la caméra, on t'invite dans l'attraction, dans le podcast. Non, mais il y a 2000 habitants, c'est dans le 24, c'est dans le Dordogne. Franchement, quand j'y reviens, la Wi-Fi, elle marche très mal.
Donc c'est vraiment très, très petit. Et c'est vrai que là, je l'ai fait là-bas. Et tu vois, une maison, pour donner un exemple, à la location de 90 mètres carrés avec piscine, t'en as pour 1 000 € par mois. Ouais, non, mais c'est clair. Tu vois, là, hyper... tu vois le truc? Bien sûr, mais c'est hyper rentable. Paris, c'est injouable ça. C'est ça, c'est hyper rentable. Mais tu vois, en fait, maintenant, là, les prochains investissements. Sur du neuf. Hein. Les prochains investissements que je vais faire, en fait, je vais me positionner sur une clientèle haut de gamme, parce que c'est ce que j'aime. Ouais. Et donc, en gros, là, mon objectif, c'est d'acheter, pas l'année prochaine, mais horizon 2025, donc 2025, Ouais. un appartement sur Biarritz, parce que j'ai vécu à Biarritz 3 ans. Un T2, Très sympa à Biarritz. Ouais, T2, T3, tu vois, pour que j'ai une résidence secondaire pour pouvoir en jouir, en bénéficier, et en même temps pouvoir la louer. Et j'ai envie d'acheter aussi soit plusieurs appartes, soit une maison, mais d'abord dans un premier temps plusieurs appartes, je pense, au Maroc, à Marrakech. À Marrakech. Mais tu sais que ça, c'est un des points communs qui. Il y en a plein. Hein. Exactement. Mais Marrakech, c'est vrai. Marrakech. Alors, moi, je suis vraiment fan de cette ville. C'est d'ailleurs, tu l'as dit, ta ville de cœur, mais moi aussi. C'est ma ville de cœur, c'est ma deuxième maison. Ah, mais moi, c'est pareil. Il y a une énergie dans cette ville que je retrouve nulle part ailleurs. Pourtant, j'ai quand même beaucoup voyagé. Tu vois, j'ai pratiquement fait tous les États-Unis en long en large. J'ai fait une partie de l'Amérique du Sud. J'ai pas fait beaucoup l'Asie. L'Europe, je connais très bien. Tu vois, j'ai pas mal voyagé entre guillemets pour mon âge. Ouais. Mais j'ai jamais connu un endroit avec une telle énergie. Moi, c'est pareil. Moi, Il y c'est a une pareil. énergie. Et pour le business, il y a des trucs à faire. Tu te sens bien. Moi, c'est plus, ouais, pour ce côté-là, pour le côté mood, pour le côté décalage horaire qu'il n'y en a pas, si tu compares à un Bali qui peut être très sympa, à un Thaïlande. Moi, là, tu vois, quand j'ai démissionné, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars très loin et je kiffe? Au final, je pense que je vais le faire, mais on va dire moindre mesure dans le sens où je veux pas me dire j'ai charbonné pendant 3 ans pour avoir un bon niveau sur une thématique, pour qu'en 3 mois je parte à Bali faire le con, que je perde tous mes clients et que je spende des milliers. Exactement. Et que ça soit pas bénéfique. Alors que le Maroc, Marrakech, il y a encore, alors il y a toujours ce mood d'entrepreneur à Bali partout, mais je trouve que moi ça me met plus dans un mindset où je vais être focus. Ouais, le décalage horaire il n'est pas là. C'est ça, il n'y a pas de décalage horaire. Et puis tu vois, moi Marrakech, ce que j'aime, c'est que tu peux très bien être focus dans une villa à 10-15 minutes de Marrakech. Ouais. Et tu peux aller faire la fête à hivernage le week-end. Exactement. Tu vois. Et même, tu vois, culturellement, la bouffe, tout ça, je suis d'ailleurs, archi fan. Normalement, si tout se passe bien, on déménage à Marrakech. J'ai déjà très très peur de novembre. Pourquoi? Il n'y aura pas de caviar à Marrakech. Bah, je sais pas, t'es capable d'en. Ouais, je connais un mec qui en vend en plus. Il y a des mecs, je connais un marchand qui vend tous les produits français, les trucs machin. Ouais, t'as payé une tonne. Ouais. Mais concrètement, Marrakech à partir de novembre. Donc moi, mon goal, c'est de vivre entre Marrakech et Paris. Ouais. Les gens me demandent pourquoi Marrakech, tout simplement parce que je me sens bien là-bas. Bah, moi, c'est pareil, je me sens bien, pas de raison. Et je trouve que la complémentarité, parce que j'adore Paris, pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Je trouve que la complémentarité entre Paris et Marrakech est magnifique. Pourquoi? Parce que Paris, tu as le côté un peu speed, business. Réseau hyper important. Réseau hyper important. Très, très fort. Marrakech, tu as aussi le réseau. Parce qu'il y a un très gros réseau à bord Marrakech. Ouais. Et tu as aussi le côté, comme tu disais, mood, où tu te sens bien, ouais. où tu as le service. Mais alors ça, moi je vais te dire un truc. Tu as le service. J'en parlais beaucoup avec des Français à Marrakech. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais honnêtement, je trouve que quand tu compares un palace ou un 5 étoiles parisien ou un palace ou un gros 5 étoiles à Marrakech, le service c'est vraiment. Moi je me suis. Ouais, après je pense que ça dépend. À Marrakech. Parce que c'est clair, tu vois, la Mamounia ça reste mon endroit préféré à Marrakech. Et c'est clair que j'ai déjà eu du mauvais service à la Mamounia. Ok, d'accord. Et la nourriture, pour moi, la Mamounia, c'est pas non plus. Alors non, mais sur la nourriture, quand tu vas manger français à Marrakech, bon, voilà. J'ai très bien mangé français à Marrakech. Ouais. Il y a des endroits. Mais par contre, il y a des endroits où tu dépenses beaucoup trop pour moi par rapport à la qualité que tu reçois. Quoi. Et bien moi, tu vois, j'allais te dire, ouais, après ça dépend en fait quel hôtel ou quel resto. Mais tu vois, j'avais loué une suite. Ouais, je me rappelle, j'avais vu la vidéo Fermente là. Ouais. À côté du Salman. Ouais, exactement. Tu vois, louée, elle faisait 125 mètres carrés. Vraiment très très grande, incroyable, très belle. J'avais pas payé une tonne, tu vois. Alors qu'à Paris, plus de 100 mètres carrés dans une suite. Tu te fais. Ah, mais c'est 4000, 5000. D'ailleurs, on le mettra à la vidéo et il faut qu'Arnaud s'engage. Hein. On avait dit, il y a un podcast dans une suite. Ça, on va le faire. Bah, soit à Paris, soit à Marrakech. On sera à Marrakech. Avec plaisir. Bien sûr. Et Marrakech, très cool. Très très sympa. Et puis tu vois, moi j'ai envie de faire. Tu vois, je te parlais de business physique. J'ai envie de m'installer dans les prochaines années sur Marrakech et Paris. Pour lancer un. Parce que j'ai envie de faire du business physique en France et au Maroc aussi. Tu vois, j'adore. Ça serait quoi là-bas?
Alors le premier que j'ai en tête, c'est un bar à chicha haut de gamme. D'accord. Un bar à chicha haut de gamme, mais où on propose aussi des mezzés libanais dedans. Ouais. Mais faire un truc très haut de gamme parce que pour moi, tu vois, j'aime bien. Alors je suis pas non plus the expert of the chicha, tu vois, mais j'aime bien de temps en temps aller fumer une chicha. J'aime bien les cigares aussi. Et tu vois, il n'y a pas de beaux endroits à Marrakech. Alors il y a des beaux endroits pour fumer des chichas, c'est vrai quand même. Mais la chicha est pas bonne. Ok. Et trop cher pour ce qu'elle est. Pour moi, tu vois, j'ai envie de faire un truc haut de gamme avec un beau cadre. Une expérience de malade, parce que pour moi, tu vois, la chicha, c'est un peu. On en revient toujours au même truc avec toi, hein. Expérience. Expérience. Pour moi, et je prends un superbe exemple. J'ai fait un étoilé il y a quelques mois, un superbe étoilé à Saint-Jean-de-Luz. Ok. La nourriture était extraordinaire. J'ai eu une mauvaise expérience, je n'y reviendrai plus. Parce que j'ai eu un service de merde. Mais ouais, non, mais c'est exactement ça. Même si alors que la nourriture était extraordinaire. Et c'est pour ça qu'un restaurant ne s'arrête pas qu'à la nourriture, exactement comme un SaaS ne s'arrête pas qu'au produit, il s'arrête à tout ce que tu vas vivre autour. Mais c'est les features, exactement. On est d'accord. Et tu vois, même sur une petite presta, par exemple, tu vois, sur Google Ads, le client, je vais le prendre, que ce soit une TPE, un gros ou un truc. Bien sûr. Je vais essayer d'y mettre la même énergie, d'envoyer les mêmes docs, toutes les astuces que je peux lui donner. Je vais essayer de rendre son expérience facile, l'onboarding il est rapide. J'essaye tu vois, quand c'est des clients, ça fait pas mal de temps que je les ai, j'envoie un petit questionnaire tous les mois pour savoir s'ils sont toujours contents du service, comment je pourrais m'améliorer. Bien sûr. J'ai plein de templates, plein de mails qui sont déjà prêts pour pas perdre de temps, pas lui faire perdre du temps et que l'expérience avec moi, même si c'est une presta à 500 ou 1000 balles, il est quand même content de son truc. Bien sûr. Et il se dit, je vais pouvoir, si j'ai un mec qui cherche du Google Ads, je vais penser à Flo. Est-ce qu'on boirait pas un petit shot? Putain, ça y est, ça commence. On peut boire un petit verre déjà. Ouais, allez. Alors, shot, je sais pas, mais un petit verre. Celui-là quoi. Putain, il veut déjà me. Là, il rigole derrière un peu ça. À Marrakech, allez. à l'attraction et à ce podcast. Ok, juste pour Marrakech alors. Allez, pour Marrakech. C'est pas comme de l'eau. Ah ouais. Ça se boit bien. Et oui, putain, d'ailleurs, j'ai même pas rebondi tout à l'heure. Je sais pas pourquoi on a passé sur la suite 21. Oui, mais la suite. Oui, mais pareil, tu vois. C'est ce que tu fais, toi, avec un bon repas. En gros, si tu veux, je me suis pas associé, mais j'ai créé un partenariat avec un chef étoilé. Ok. En gros, si tu veux, donc lui, il a un appartement dans Paris où il reçoit normalement, c'est des dîners d'affaires, des repas d'affaires le midi. C'est très beau, hein, les petits canapés, tout ça. Il reçoit des cabinets d'avocats, patron du CAC 40. Tu vois, c'est un truc quand même très sérieux. Très très sérieux. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un podcast dans cet endroit? Et en fait, je me suis clairement inspiré de Thierry Ardisson, qui faisait à l'époque 7ème son ascenseur ou je sais plus, rue Faubourg, là, donc son appartement. Il avait des voyous, des trucs, il a reçu Bernard Tapie. Oui. Je me suis clairement inspiré de ça. Je me suis dit, je vais faire un truc plus moderne, plus 2023, tu vois. Et oui, mais t'as raison. Et concrètement, ouais, c'est hyper cool. J'ai eu des super retours. Là, j'ai 2 épisodes. Malheureusement, ça prend du temps parce qu'on a eu pas mal de problèmes avec les micros, tout ça, c'est compliqué. La prod. Ouais. Mais là, c'est bon. Maintenant, on est rodé. Et concrètement, je pense que ouais, on est sur. Et au final, tu vois, j'ai jamais pris autant de plaisir pour un projet. C'est pas un projet qui va me faire gagner de l'argent. Non, c'est pour le kiff. Je compte le sponsoriser, clairement, pour au moins amortir les frais parce que ça me coûte quand même un billet. Ouais. Combien à peu près par épisode? 4-5. 400-500? Non, 1000. 400 000. Ah ouais, ok. Ouais. Et en fait, c'est pour pouvoir amortir. T'en as fait combien là 4 tournées. En combien de temps? En 5 mois. Ah oui. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, non. Moi, tu vois, alors moi, je suis d'accord avec toi. Moi, à chaque épisode ou à chaque tournage, entre monteur, presta et les faux frais à côté, pareil, j'en ai pour 1000 €. Mais déjà, bien sûr, ça va vite. C'est un billet, bien sûr, c'est un billet. Et en fait, tu vois, j'aimerais bien le sponsoriser. Et en fait, au final, je prends tellement de kiff. Et si on regarde, oui, je suis pas encore prêt pour monter un restaurant et j'ai pas envie d'en monter un maintenant. Mais au final, ça me fait une première expérience entre guillemets dans la restauration. Ouais, c'est comme si j'avais créé mon restaurant éphémère. Ouais, c'est un côté un peu détourné où tu te testes, tu regardes. C'est comme si j'avais créé mon restaurant éphémère, je recevais des gens, je fais des dîners haut de gamme. Peut-être qu'un jour, je transformerai en restaurant éphémère. Non, c'est une bonne idée, hein, c'est clair. Et tu vois, je pense que l'expérience comme ça, podcast, c'est top. Là, regarde, on est dans une attraction, on est dans une suite. Tu me disais, Alex, qui fait Espresso Martini. Ah non, mais en fait, pour moi, tu es obligé d'aller chercher un truc un peu nouveau. Sûr. Mais en fait, les studios podcast, c'est cool pour faire du contenu à la chaîne. Ouais. Mais si tu veux faire un. Non, mais de toute façon, voilà, il n'y a pas 36 000 trucs. Si tu veux faire une expérience, il faut sortir. Exactement.
Mais c'est bien, après, je pense que, tu vois, pour faire un contenu très business, le studio, c'est hyper... Alors, très business, j'entends, où tu es vraiment focus uniquement sur la thématique. Tu veux poser un cadre. Exactement. Là, en fait, on pourrait pas faire un... Et c'est pas ça l'idée. On n'a rien préparé, on sait même pas. Il n'y a même pas de script. On est arrivé, je suis arrivé. Il y a eu 4 messages WhatsApp, t'es où? J'arrive. On l'a pris à Neuilly, il m'a dit du coup, on fait quoi? Bah écoute, on verra. Voilà, non, c'est ça. Et surtout là, on est plus dans un délire de, on passe un bon moment, il y a du caviar, il y a de la vodka, on parle un peu business de ce que tu fais, le côté ça, ce qui est super intéressant aussi, mais c'est vraiment sur un autre côté. Donc là du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes actus? Alors moi, si tu veux, j'ai fait vraiment le tournant, un tournant brutal il y a quelques mois où je me suis dit je vais me consacrer sur les SaaS pour les, en tout cas je sais pas pour les 5-10 prochaines années, mais en tout cas pour les prochaines années. Ok. Et donc j'ai Closary. Donc Closary c'est un logiciel à récurrent et en même temps à variable. Qui est live ou Alors on a un semi-MVP qui est prêt mais il n'est pas encore live. On est en pleine levée de fonds sur celui-ci. J'expliquerai pourquoi si tu veux après. Combien de... On cherche 1,5 million et on cherche 750 000 en equity et 750 en dette, BPI, etc. Ok. Et donc concrètement, parce qu'on a une grosse vision et je pense que c'est le logiciel où je compte, en tout cas où je compte faire le plus gros exit. Donc ça c'est Closary. Donc c'est un logiciel qui permet en fait de recruter une équipe de vente et de la manager à distance. Donc tu as tout ce qui est tracking des commissions, tracking des performances, tu as aussi une partie gamification, enfin il y a beaucoup de features qu'on a prévues dans la roadmap. Peut-être qu'on ne les fera pas tous, ouais. Mais en tout cas la promesse c'est clairement de créer et piloter son équipe de vente. Remote, on vise tous les business sur le web, agence marketing, formation, SaaS, Presta. C'est vraiment un gros sujet que tu vises et je t'en avais parlé. C'est que moi, tous mes clients qui ont des sales, c'est très compliqué de savoir qui vend, qui fait plus. Et là, ils sont full com, full perf. Alors oui, ils n'auront pas leur petit CDI. Alors je crache pas sur le CDI, il y a des trucs qui sont bien. Non, ils n'auront pas leur petit salaire, etc. Et ils ne seront pas capés en termes de commission. Ils tueront, tu vois, enfin, non, comment on dit? Ils chasseront ce qu'ils tueront. Je sais pas, non, je connais pas cette expression. Ils mangeront ce qu'ils tueront. Ouais, ok. Et donc concrètement, tu n'as aucun cap. C'est-à-dire que tu es à 10-15 points, donc 10-15%. Tu peux très bien faire 2 000, 3 000 euros par mois, comme tu peux faire plus de 10 000 euros par mois. Tu vois. Et un sales, pour moi, il doit être drivé par de la commission. Mais c'est que ça. Ils s'en foutent de son fixe. Ils sont fixes Mais pour le rassurer. Mais bien sûr. Le but d'un sale, c'est de vendre. Donc il n'y a pas de point. Et moi, ça ne me dérange pas du tout sur des offres, justement. C'est pour ça qu'on vise des business en ligne. Il est vraiment très bon. Hein. Ouais. Il est gras. Hein. T'as vu? J'aime bien le côté gras et tout. Il en a mangé, le caméraman? Non. Non? T'en as pas mangé? Ah bah attends, mais j'ai laissé exprès pour un... Vas-y. Donc 10-15%. Ouais. 10-15% d'une offre en ligne où tu fais 50% de marge minimum. Qu'est-ce que tu t'en fous? Moi j'ai plein de potes. Let's go. Non mais, et moi ça qui m'a choqué, où il y a eu un moment donné, je me dis, est-ce que je partirais pas en sales? Parce que j'aime beaucoup vendre, et sur Malte, le vrai sujet c'est, tu crées ton profil, tu fais l'échange avec le client, et c'est toi qui vends. Il n'y a personne d'autre. Bien sûr, ouais, je sais. Et moi, quand j'étais dans une boîte de conseil, il y a pas longtemps, il y a 6 mois, mes collègues qui étaient sales, ouais. Ils avaient un fixe éclaté au sol. Par contre, ils pouvaient faire des coms, mais t'avais peur. T'avais peur. Mais hier, j'ai rencontré un gars qui lance une start-up. Quand c'est pas plafonné. J'ai rencontré un mec qui lance une start-up dans le recyclage de batteries. Il me montre son business plan. Moi, je regarde, honnêtement, le business plan, c'est pas que je m'en fous, mais je regarde juste la partie vente. Ouais. Je regarde les salaires qu'il a prévus pour les sales. Ouais. Il les met à 2 700 € net, pas de commission. Je dis, mais t'es con, ça marchera jamais. Je dis, mec, tu veux pas faire ta boîte? Ah ouais. Si tu veux que ta boîte elle marche, elle va marcher sur la vente. Ouais, bien sûr. Après, faut pas mettre un truc non plus. Le marketing, c'est ce qui va attirer les prospects, c'est hyper important le marketing. Pour moi, le marketing est limite plus important que la vente parce que sans leads, c'est compliqué aujourd'hui. Non, c'est que eux. Il n'y a que eux qui font tourner la boîte. Hein. Exactement. Et donc concrètement, si tu arrives à mettre une machine de guerre qui te permet d'avoir des leads tous les jours, nuit et jour. Et des leads qualifiés. Des leads qualifiés. Et qui sont convertis derrière par des sales sur des offres à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, derrière c'est jackpot. C'est ça le game. Et moi je l'avais bien vu, tu vois, quand on est sur ma boîte de formation dans la vente par téléphone, à un moment on dépensait plus de 1 000 € par jour. On était à 1 500 € day sur la formation. En ads? En ads. Ah ouais, ok. Ça commence à être beaucoup. Ouais, oui. C'est pas du e-commerce. Hein. Non, c'est beaucoup. On avait des dizaines et des dizaines de call day. Et le problème, c'est que tu peux avoir beaucoup de merde.
Et on avait beaucoup de merde. Bah oui. Tu vois, en fait, et c'est là en fait où aujourd'hui, je préfère payer un call plus cher, Ah ben, mais qui soit méga tout le qualifié. monde, bien sûr. Ouais, mais la plupart des gens, tu sais, quand on contacte des médias buyers, et tu dois bien le savoir, ah ouais, je veux des leads pas chers, je veux des calls pas chers, etc. Non. En fait, tu veux un call au juste prix et surtout, tu veux un call qui soit convertissable. Et surtout, il y a un truc. Moi, je travaille avec une école de commerce. Ouais. Aller chercher beaucoup de leads parce qu'ils ont un énorme budget, c'est facile. Le problème, c'est que les sales, à la fin, ils sont dégoûtés de faire des calls où un call sur 10, c'est de la Bien sûr, 8 calls sur 10, c'est de la merde. bien sûr. Parce qu'en fait, le mec, il va arriver sur le call, il est déjà dégoûté du truc, tu vois. Exact. Ouais. Et tu vois, même moi, sur ma boîte, en media buying, en freelance, j'ai un script pour chaque typologie de client où je suis étape par étape. Ok, le mec il fait de la formation, bah, je vais lui présenter tel argument, Ok, ouais. tel problème. C'est un mec qui a une start-up, boum, c'est un grand groupe, c'est un infopreneur. Tout est vraiment déjà prêt. Je vois. Ouais. Je Je sais vois. pas si tu faisais ça aussi, toi. Ouais, bien sûr. Un Of script course. Non, mais c'est clair, de toute façon, il faut des obligé. scripts. Et du coup, ouais, pour rebondir sur ta question, donc Lozari, voilà. Je suis à fond là-dessus. Mhm. Et après, du coup, donc ça, je suis associé avec Jérémy, Gorantier sur Instagram. Ah, mais oui, je le suis, c'est très très chaud ce qu'il fait. Ouais, du coup, on est associé là-dessus. Donc lui, si tu veux, il a 14 ans d'expérience de vente. Et en fait, donc j'ai ça où je suis très très focus en ce moment et sur les prochaines années. Ouais. Et j'ai créé donc une marque où je suis seul qui s'appelle Infinite. Ok. Et Infinite, en fait, tout simplement, le goal, c'est tout simplement, je crée des SaaS. Je crée des SaaS, donc des micro SaaS ou même des SaaS, peu importe. Donc micro SaaS, c'est un SaaS qui génère quelques milliers d'euros par mois de récurrent. Ouais. Et donc en fait, tout simplement, ce que je fais actuellement, c'est que je développe un portfolio de SaaS. Donc c'est prévu pour les prochains mois. Donc là, actuellement, j'en ai 2 en fabrication, dont un dans le domaine de la vidéo. Je ne pourrais pas en dire plus, il sortira dans quelques semaines. Et en gros, si tu veux, je documente tout ce que je fais. Ok. Vraiment comme un documentaire Netflix. Je documente tout. Et tout ce que je vais faire, les échecs, les succès, les réussites, les merdes, les machins, les trucs, tout sera for free, packagé dans une formation, dans un campus. Je l'ai appelé tout simplement le Infinite Campus. Et je donne tout ça gratuitement. Tout sera gratuitement pour les gens qui veulent lancer leur SaaS. Ok, trop cool. Derrière, avec Infinite, mon goal, c'est clairement de créer le premier incubateur de SaaS en France. Donc c'est un incubateur de start-up, mais qui est spécialisé que pour les SaaS. Où en fait, je prends des gens qui ont du potentiel, qui ont peut-être déjà une audience, qui ont peut-être déjà un business en ligne qui marche avec des clients, mais qui sont esclaves justement de leur business, et je viens leur implémenter dans leur business un SaaS. Je prends des parts dedans, je gère toute la partie marketing, vente. J'ai Julien du coup qui a le rôle, la casquette de CTO, ça veut dire, qui s'occupe du développement. Et on prend un pourcentage des bénéfices. Modèle, ouais, non, modèle de ouf. Business model classique. Et en gros, voilà le goal, si tu veux. Là, d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de créer mon site. Je suis en train de faire tout à l'heure, j'ai reçu le copywriting d'une copywriter. Ouais. Et en fait, la promesse, ça sonne mieux en anglais, je peux le dire en anglais. We build SaaS Ouais. and we invest in one tech company per month. Très clair, très On simple. crée des SaaS Nickel. et on investit dans une tech company, dans une boîte tech par mois. Et concrètement, aujourd'hui, voilà, c'est le goal pour les 5 à 10 prochaines années, on va dire, horizon. Et voilà. Pour toi, c'est mieux d'envoyer du cash sur du SaaS ou une boîte, tu vois, du e-commerce, du retail ou une solution? Bah, si tu veux, on m'a présenté beaucoup de e-commerce dans lesquels investir, parce que comme j'investis maintenant depuis 2 ans et demi, je reçois quand même pas mal de propositions d'investissement sur LinkedIn, etc. Tu vois. Ouais. Mais non, J'y moi, vais jamais. ce qui m'a frappé, c'est ton LinkedIn. Investisseur dans plein de boîtes. J'y vais jamais sur du e-commerce. Et pourtant, il y a des boîtes, je te jure, émotionnellement, j'y serais allé. Mais rationnellement, j'irais pas, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a du produit, ça coûte de l'argent, Ouais. la logistique, l'essence, les machins. Quand je regardais ton LinkedIn, il y a des grosses boîtes. Hein. Alors, j'ai plus en tête exactement quel pays c'était, mais je regardais un peu les actus des boîtes où tu avais mis du cash. Ouais. Il y en a des méchantes. Ouais. Ouais, il y en a, je te dis, il y en a où je ferais mon x10, il y en a où je ferais mon x quelque chose, en dessous de x10, ça c'est sûr. Il y en a où je ferais 0, faut pas se cacher. Hein. Et il y en a où, à mon avis, je passerais pas loin des x100. Tu vois, ça c'est un truc qui est super intéressant. Ce que tu dis, c'est en fait d'avouer que, bah oui, on fait du cash, ça marche, mais Bien sûr. il y a des boîtes où
Ça marchera pas. Ah, mais J'ai les merdé. erreurs que j'ai fait. Mais Ça, voilà. C'est un truc, je compte faire une vidéo YouTube là-dessus d'ailleurs. J'ai failli planter une boîte, ma boîte de formation, à cause du CPF. Pourquoi? Parce que t'as compté que sur ça? J'ai perdu, alors en 2021, donc fin 2021, j'ai perdu à titre personnel 240 000 euros. Comment ça? Je passais par un centre CPF qui hébergeait mes formations, Ouais. qui s'est fait shutdown, Ok. qui s'est fait couper. Mhm. J'ai perdu 240 000 euros. Le mec est insolvable et le mec a liquidé sa boîte. Donc 240K, c'est quoi? C'est des mecs qui avaient payé ta formation Ouais. et qui au final ne peuvent plus. Parce que Non, la ils ont boîte. payé- la boîte en fait qui m'hébergeait l'information, qui me prenait un cut parce que je gérais tout l'administratif, tous les dossiers, j'ai perdu 240 000 euros. L'année dernière, j'ai reperdu 100 000 euros à cause d'un centre et j'ai failli planter une boîte. Et ça fait partie du jeu en fait. Ouais. Et clairement, tu vois, c'est des bonnes leçons. C'est des leçons à 100 000 euros, ça coûte cher, mais c'est des leçons que tu Bah, feras des plus. leçons à 100K, oui, c'est. C'est des leçons que tu ferais plus. Ouais. Clairement. Non, ok, hyper intéressant. T'as un mot de la fin? On peut te retrouver où sur. Ouais, bah écoute, sur Instagram, Ouais, donc ok. Arnaud-Duysens, DUYSENS. Sinon, sur LinkedIn, Twitter. En gros, là, pour les prochains mois, T'arrives hein, sur LinkedIn, là, je te vois. ouais, pour les prochains mois, en fait, ce que je compte faire, c'est donner beaucoup de tips sur les SaaS, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur même TikTok. Ouais. Mais plus des tips. Et par contre, tout ce qui est la partie documentation, donc où je documente mes échecs, mes réussites, etc., Ouais. sera sur Twitter et LinkedIn. Très chaud. Voilà. Et YouTube aussi, où je donnerai beaucoup de contenu. Il arrive hein, avec la suite. Très cool. Regardez la suite 21, c'est vraiment charmé. C'est trop cool, en tout cas, j'espère que tu as passé un moment. On n'a pas assez bu, je trouve. Est-ce qu'on Je- ne prendrait pas un petit verre pour la fin Je pense que pour le. Là, On je le vois déjà rigoler, mais je sens. Non, moi, moi, le ça, shot. non, ça ira là. Ah ouais mec, t'as plus rien. Non, en vrai, là, non, c'est très cool. Et on a encore une bonne. Un bon 2 heures. Hein. Un bon 2 heures. Facile. Hein. On va aller au Plaza, On va rester. direction Place Athénée. On va manger au Plaza. On vous mettra quelques petits plans. Et Grave. Puis let's go. Et après, ça se trouve, peut-être qu'on va encore après partir, on sait pas. Mais on en refera un Marrakech, ça c'est sûr. Ça marche. Arnaud, merci. Merci, Flo. Frérot, Allez, à Marrakech ciao novembre. guys. Allez, Ciao, à ciao. plus. Salut. Ciao.